Bonjour à toutes et tous, je suis ravie déjà qu'on puisse se retrouver sur ce temps de débat très riche depuis maintenant le début de cet après-midi. Je crois que tout le monde y prend beaucoup de plaisir vu la quantité de questions qu'on a. Donc je suis ravie aussi d'accueillir l'ensemble de nos partenaires, donc Karine Petit qui est maire du 14e, Yann Brossat qui est adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de l'habitat et de l'hébergement d'urgence. Léa Filoche, qui est adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités. David Béliard, qui est adjoint aussi à la maire de Paris en charge des transports et de la voirie. Et Rémi Ferraud, qui est sénateur de Paris et président du groupe Paris en commun. Donc merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Et l'idée pour nous aujourd'hui, c'est d'être en capacité de nous tourner un petit peu vers l'avenir sur la base de la séquence qui vient de s'écouler. Et où toutes et tous, là, à Paris, on porte depuis maintenant quelques années une vision commune de ce que doit être une politique publique de gauche, de ce que doit être une politique publique tournée vers les enjeux écologiques et sociaux, et surtout animée par une envie de faire ensemble, au-delà des sensibilités différentes qu'on peut exprimer, et je ne doute pas qu'on aura l'occasion de les partager dans le cadre de ce débat. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse chacun chacun vous donner la parole pour une petite intervention liminaire et qu'ensuite il y ait un temps de débat avec j'allais dire la salle, mais on est en extérieur, donc avec les gens qui sont présents. Et je préfère vous prévenir, il y a eu beaucoup de questions tout à l'heure, donc on va essayer de se réserver une demi-heure pour la séquence questions-réponses si vous le voulez bien. Donc je vous propose de commencer par David Béliard. Donc qui va au-delà de sa délégation. Évidemment, je vais te poser une question pour qu'on puisse commencer, te chauffer, voilà, en bonne madame loyale. Je disais, on porte ensemble une vision commune, on sort d'un été absolument épouvantable sur le plan climatique. Aujourd'hui, l'urgence climatique n'est plus juste une théorie sur laquelle nous alertent les scientifiques, mais c'est une réalité concrète. Et c'est vrai que sur l'ambition qu'on a pu porter les uns les autres dans le cadre des dernières élections nationales, on a eu un certain nombre de propositions communes avec des divergences d'appréciation quant à l'application, quant à la façon de les formuler, mais je pense par exemple à l'ISF climatique sur laquelle je crois qu'il y avait plutôt un consensus. Donc par rapport à ça, David, à ton avis, l'enjeu aujourd'hui de meilleure conciliation entre le social et l'écologie, comment est-ce que ça doit s'articuler dans les prochaines années? Quelles sont les perspectives qu'on peut se donner pour y travailler de façon plus acharnée, même si à Paris, on n'est pas en reste? Alors merci, vaste question. D'abord, vous remercier toutes et tous pour l'invitation à ce débat. Je suis très content, moi, qu'on puisse avoir des échanges sur la majorité, le travail que nous faisons ensemble, mais aussi lieu de débat entre différentes sensibilités. Et je crois que c'est important aussi qu'on puisse avoir des moments de discussion, parce que le monde, en effet, est en train de changer. Alors, il ne change pas juste parce que j'ai l'impression, quand on écoute les médias, ces derniers jours, peut-être ces dernières semaines, alors c'est peut-être un prisme déformant, que la seule révolution qui vaille, c'est le stationnement payant des 2 roues motorisés thermiques, parce que je vous le rappelle, l'électrique reste gratuit. Et donc, simplement, je crois que cette transformation que nous menons, et qui est d'ailleurs une transformation extrêmement courageuse, avec une dimension écologique majeure, de lutte contre les pollutions et contre les nuisances sonores, eh bien, c'est surtout l'expression d'un monde qui change et qui change de manière radicale. Le mot que j'utilise n'est pas utilisé aujourd'hui par hasard, parce que je suis parfaitement d'accord avec toi, et je pense qu'on l'a tous et toutes vu cet été. Nous sommes dans un moment de bascule. Ce que nous avons dit et ce qui a été dit depuis 40, depuis 50 ans sur les dérèglements climatiques, sur la raréfaction des ressources, sur l'extinction des espèces et l'effondrement de la biodiversité, eh bien nous sommes en train de le vivre, et de le vivre malheureusement beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fort que nous ne l'avions anticipé. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de différent entre lire des rapports, lire des articles, et le vivre dans sa chair, et notamment, et je pense particulièrement à celles et ceux qui ont le moins de moyens, parce qu'il ne faut jamais oublier que d'abord, les dérèglements climatiques, les effets des dérèglements climatiques, elles ont des conséquences d'abord sur les personnes qui sont les plus pauvres et qui ont le moins de moyens pour pouvoir soit s'en extraire, soit s'en protéger, soit s'en échapper.
Donc en fait, on est effectivement dans un lieu et dans un moment de bascule. On sort de cet été, c'est 700 000 hectares qui sont partis en fumée, c'est des moments de sécheresse. On estime encore qu'on va avoir un des automnes les plus chauds que nous n'ayons jamais vécu. Nous sommes encore en période de sécheresse parce que les précipitations qui ont eu lieu ces derniers jours et ces dernières semaines ne sont pas suffisantes et que nous allons avoir des tensions majeures sur les ressources, bien sûr, et notamment sur l'énergie. C'est un des sujets d'ailleurs auquel toutes les collectivités et Paris va être évidemment confrontées, lié à la guerre en Ukraine. Mais en fait, ce n'est pas conjoncturel, c'est profondément structurel. Le monde d'avant, tel que nous le connaissions, est en train de disparaître sous nos yeux. Et que nous rentrons dans un monde dont nous ne connaissons encore ni le fonctionnement, ni les logiques, ni les rapports de force. Et c'est ça qui nous est posé aujourd'hui. Et moi, je vais vous dire, ça fait... alors moi, je suis pas complètement vieux, en tout cas pas encore, et ça fait 10 ans, 12 ans que je suis chez les écolos. Et donc du coup, tout ce que je suis en train de raconter, en fait, on se le raconte depuis 12 ans. Moi, c'est ce qu'on me dit depuis des années et des années. Sauf que là, je suis un peu dans un moment très particulier, et quand je vois la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ben, je peux vous dire que je suis extrêmement anxieux. Je suis très angoissé. Et en cela, moi, je partage complètement ce que nous disent beaucoup de jeunes d'ailleurs, sur ce qu'on appelle l'éco-anxiété, sur l'angoisse du futur, l'angoisse de l'avenir, parce qu'en effet, lorsque on a 15 ou 20 ans, eh bien, voir ce monde qui est en train de s'effondrer sans réelle solution, c'est un sujet, et surtout c'est un sujet sur sa propre vie et sur sa propre survie. Eh bien moi je partage cette angoisse, c'est en cela que je pense que nous sommes dans un moment d'inflexion majeure, et d'inflexion aussi politique très fort, et notamment sur une question qui a fait débat pendant l'élection présidentielle, sur la question de la radicalité. Eh bien, je peux vous livrer ici le fait que moi je crois que nous devons rompre. Nous devons rompre avec le modèle actuel. Nous ne pouvons plus nous contenter d'accompagner les mutations du modèle existant, mais qu'il nous faut inventer d'autres choses. En cela, j'ai la conviction qu'il nous faut décroître. Alors décroître, ça peut être un mot qui peut faire peur. Bien sûr, ce n'est pas la décroissance ou la sobriété pour tout le monde, c'est d'abord pour celles et ceux qui ont le plus de moyens, le plus de richesses. Mais oui, nous avons besoin de changer de paradigme, et de changer en paradigme en profondeur. Alors, ça veut dire quoi? Sur des questions purement locales, puisque le sujet c'est du global au local. Je vais aller très vite, je vais finir, parce que ça pose un certain nombre de sujets. D'abord, moi je peux vous dire, le projet que nous avons signé ensemble pour 2020, moi je le trouve encore très d'actualité. Dans sa dimension, dans sa logique, dans ce que nous voulons transformer pour Paris. Je crois que les intuitions que nous avions, ou plus les convictions, disons, que nous avions il y a 3-4 ans, peut-être un peu plus, mais en tout cas qui ont été posées pendant l'élection municipale, restent évidemment d'actualité. Ma question à moi, elle n'est pas de changer ce que nous sommes en train de faire, mais plutôt de l'accélérer. Parce que nous avons aujourd'hui une nécessité vitale, et on le voit pour Paris. En fait, nous savons, et nous l'avons vu, nous ne pourrons pas vivre avec des températures à plus de 40, 41, 42 degrés si nous ne changeons pas la manière dont on organise la ville. Et c'est ça, en fait, qui nous est posé aujourd'hui. C'est d'accélérer ce que nous sommes en train de faire. Malgré les résistances, malgré les lobbies, il nous faut aujourd'hui investir encore plus. Alors, ça n'a pas posé des questions budgétaires. C'est le premier point que je voulais aborder, peut-être en élément de discussion entre nous, parce que moi je suis partisan du quoi qu'il en coûte climatique et de justice sociale, et que je crois qu'il nous faut, et qu'il faut assumer la question de la dette en termes d'outils de transformation, parce que je préfère me poser la question de savoir comment on va rembourser la dette dans 10 ans, plutôt que de poser la question de savoir comment on va mourir dans 10 ans, parce que nous n'avons pas investi aujourd'hui. Et ça, en gros, c'est la dette ou la mort. Et ça, c'est un sujet qu'il nous faut aborder politiquement. Alors je sais que c'est facile là sur l'estrade, et je l'entends, mais en tout cas, c'est quand même une question politique majeure. Et enfin, je terminerai là. Nous avons traditionnellement, entre nos familles politiques, des sujets sur la question de l'urbanisme. Parce que ça pose l'organisation de la ville, et notamment de son organisation future. Et je le dis ici, nous avons besoin de changer de paradigme. Et là-dessus, le travail qui est fait sur le PLU bioclimatique est, à mon sens, un bon chemin. On verra quel va être le contenu qui va être donné, mais je suis, moi, tout à fait favorable, et je pense que nous allons dans la bonne direction. Mais là encore, c'est
pas finalement l'outil, c'est plutôt l'accélération de cet outil et de la mise en œuvre qui nous est posée. Et là-dessus, je crois moi intimement nécessaire, voire vital, de réinterroger nos projets d'urbanisme qui ont été décidés il y a 10 ou 15 ans avec des logiques qui n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui parce que les enjeux n'étaient pas perçus de la même manière. Et ça compte, et ça pose la question sur l'ensemble des coups partis. Bref, nous avons encore un certain nombre de discussions à poser et à avoir sur notamment la question de l'urbanisme et du PLU. Donc pour résumer mon propos, c'est que moi je suis très content d'être dans cette majorité parce que nous sommes une majorité qui agit, que la question qui nous est posée de manière intime et presque corporelle, c'est comment on accélère, comment on agit plus fort et plus vite. Et voilà peut-être 2 débats qu'il va nous falloir poser au sein de cette majorité et plus globalement entre nous, puisque ce sont des débats de politique publique sur à la fois la question d'urbanisme et de budget. Merci beaucoup David. La dette ou la mort, c'est une bonne façon d'aborder la problématique et je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Tu as tout à fait raison sur la question des enjeux d'urbanisme puisque dans certains quartiers cet été à Paris il faisait plus de 48 degrés. Ça c'est une réalité très concrète. Dans certains quartiers aujourd'hui à Paris, il y a des personnes qui n'ont plus les moyens de se payer le chauffage parce que par ailleurs ils vivent dans des passoires thermiques. Et là-dessus, on a toutes et tous conscience du fait qu'une politique publique ambitieuse peut changer les choses. Or, on est confronté aujourd'hui à un gouvernement qui n'a pas envie de prendre à bras-le-corps ces problématiques-là. Un exemple très concret récent, la taxation des super-profits qui est posée dans le débat, la question des migrations liées au changement climatique. Pour info, les inondations au Pakistan, c'est 50 millions de personnes qui ont été déplacées en quelques mois. Et à comparer à 2010 où 38 millions de personnes à travers l'ensemble du monde se sont déplacées, ont connu des phénomènes migratoires. Paris est une ville refuge, une ville accueil, on se retrouve souvent au cœur de ces enjeux-là. Et là-dessus, Léa, je crois que tu as aussi une vision sur les enjeux sociaux, en lien aussi avec cette transformation climatique à nous partager. Tout à fait, merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. D'abord, effectivement, merci pour l'invitation et pour l'occasion d'avoir une rentrée où on puisse avoir un temps d'échange et un temps de débat. Les 2 dernières années n'ont pas toujours été faciles pour faire ça et donc c'est bien de pouvoir utiliser tous les temps qu'on a pour se poser un peu et je remercie beaucoup de nous d'avoir organisé ce temps-là. Je rejoins ce que disait David et ce que tu disais, Lamia, sur la bascule dans lequel on est. Les effets sociaux de la crise sanitaire commencent un peu plus à se voir que ce qu'on avait pu ressentir ces 2 dernières années, même si on avait déjà senti des catastrophes. Je rappelle quelques chiffres assez simples parisiens qui permettent de recontextualiser la situation dans laquelle on s'est retrouvé à la suite de la crise sanitaire. On a une augmentation du nombre d'allocataires de RSA de 15% durant l'année 2020, ce qui est le taux le plus élevé de France métropolitaine, qui nous a fait passer notre nombre d'allocataires RSA de 60 000 à 70 000, tout ça sans compensation de l'État. On a doublé le nombre de repas distribués, que ce soit en rue ou dans les restaurations solidaires. Donc nous sommes passés de 11 000 à 22 000 repas par jour distribués dans le courant de l'année 2020. Nous n'avons pas pu baisser ce nombre-là puisque les besoins sont toujours aussi importants. Nous avons été confrontés, en particulier avec Yann Brossa et Dominique Versini, avec qui on travaille sur ces sujets, à un retour des arrivées sur le territoire parisien, des personnes qui cherchent refuge, qu'elles soient venues parce qu'il y a des crises écologiques dans leur pays, qu'elles viennent parce qu'il y a des guerres ou parce qu'il y a des famines. En tout cas, elles cherchent refuge et nous avons participé activement à 32 mises à l'abri depuis juillet 2020 sur le territoire parisien. Donc ça, ce sont des chiffres qui quand même donnent beaucoup de sens, mais qui malheureusement ne sont que la partie immergée de l'iceberg. Nous allons aujourd'hui constater que l'inflation aura évidemment des effets importants sur des publics qui sont aujourd'hui pas en grande précarité, mais juste à la limite ou à la frontière de la grande précarité, et qui sont juste au-dessus et qui ne pourront pas supporter le coût de l'inflation, qui ne pourront pas supporter le coût des fluides et de l'augmentation des prix des fluides que dans leur logement.
Et donc on va aussi, donc on en a vu une partie de nouveaux publics arriver dans nos dispositifs de solidarité, les jeunes évidemment, des personnes âgées isolées, des personnes qui ne trouvaient plus d'emploi, mais nous allons continuer à en voir arriver des gens qui jusque-là n'avaient jamais fait appel à des services sociaux d'une manière ou d'une autre, ne pensant pas avoir à passer par ces situations difficiles et douloureuses. Et alors voilà, tu dépeignais un tableau difficile d'un point de vue écologique, je le complète avec la situation sociale qui évidemment est complémentaire et doit tout autant nous alerter. Alors du coup ce temps de bascule, en plus on peut malheureusement se dire que les filets nationaux qui étaient mis en place ont tellement été mis à mal ces dernières années par des politiques gouvernementales qui ont fragilisé les services publics, qui ont fait disparaître tout un tas de statuts qui permettaient quand même de protéger les salariés dans le cadre de leur travail au quotidien, qui ont aussi mis en concurrence les jeunes quand ils doivent postuler à Parcoursup ou qui ont rendu encore plus longue l'entrée dans la vie professionnelle en institutionnalisant les stages et les périodes de formation rallongées avec des stages très mal payés. Et donc tout ça fait que on va effectivement avoir une année très probablement très compliquée. On essaye en tant que collectivité locale depuis longtemps de pallier au désengagement de l'État. On essaye de se dire que si l'État ne le fait pas, peut-être on peut le faire. Alors c'est vrai que depuis toujours, en tout cas depuis 20 ans, la ville de Paris a créé des dispositifs de solidarité qui venaient compenser le désengagement de l'État. Que ce soit en matière d'hébergement d'urgence, que ce soit en matière de restauration, que ce soit en matière d'accompagnement à l'insertion professionnelle, que ce soit en matière de politique jeunesse. Mais on voit bien la limite de l'exercice, notamment quand on est dans un cadre de budget particulièrement contraint, où on nous demande de faire des choix cornéliens, qui sont, c'est des débats qu'on a, qui sont normaux et légitimes, mais qui sont quand même complexes à avoir, de savoir est-ce que on limite notre action municipale à ce qui relève de nos compétences municipales, ou est-ce qu'on choisit de continuer à s'engager pour défendre une autre forme de politique, parce qu'on pense que la politique publique, elle participe à transformer la société, y compris quand on est un élu local. Et ça, c'est des questions qu'on a en permanence, qu'on se pose en permanence, sur la frontière qu'on a entre les moyens qu'on se donne pour assumer la politique publique en lien avec nos compétences, et puis les moyens qu'on se donne pour dépasser nos propres compétences et venir compenser des engagements de l'État. La création du désordre social, je vais arriver au bout. La création du désordre social qu'on peut constater aujourd'hui, notamment dans le désengagement que l'État a dans les services publics, mais aussi dans la manière dont il gère les questions d'urgence écologique, on a des moyens de pouvoir y répondre quand on est des élus locaux. Et on le voit dans cette majorité municipale, et ça c'est une vraie force que nous avons, de pouvoir construire des politiques publiques qui agissent immédiatement et qui répondent immédiatement aux urgences. C'est ça qu'on essaye de dire aussi à Génération, c'est de dire que ce qu'on fait au plan local, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire au plan national. Aucune raison. Je crois d'ailleurs que ce qu'on a commencé à faire avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale est une première étape qui doit permettre de pouvoir aussi trouver des débouchés qui permettront, de répondre aux urgences écologiques et sociales que nous décrivons toutes et tous, mais aussi qui permettront de répondre à une forme d'attente que les citoyens peuvent avoir sur la construction de débouchés politiques qui soient cohérents, qui soient effectivement radicaux, parce que je pense qu'il y a besoin de radicalité aujourd'hui dans les politiques publiques que nous voulons porter au plan national, et puis surtout qui se voient vite. Voilà, et qui portent l'union, qui permettent de pouvoir construire un projet politique digne et cohérent. Et donc, effectivement, dans les politiques d'accueil des réfugiés, ou que ce soit dans les politiques de redistribution des richesses, là aussi, nous avons un vrai projet politique, avec nos nuances très certainement, et c'est aussi ça qui fait notre force, mais c'est ce projet politique que nous devons être capables de pouvoir porter, tant au niveau local qu'au niveau national. Merci beaucoup. Merci Léa. Effectivement, on voit bien que entre l'ambition portée à l'échelle d'une collectivité qui fait le choix de se doter des moyens, des compétences et de la volonté de pouvoir agir de façon très concrète, et comment est-ce qu'à l'échelle nationale les choses sont relayées, accompagnées ou compensées, il y a une marge. Cette question de la conception de politique publique à l'échelle nationale, elle se pose de façon très concrète sur des sujets très précis.
Tout à l'heure, on a eu un débat sur la question des plateformes, et notamment d'Airbnb, sur lesquelles la ville de Paris a porté des batailles très importantes. Les plateformes, les dark stores, on s'est énormément engagé, et où souvent les politiques publiques nationales sont arrivées très tardivement pour nous accompagner ou pour venir encadrer cela. Donc la question de l'union, de penser globale, agir local, elle se pose de façon très concrète dans les prochaines années. Comment est-ce qu'on donne corps à une échelle nationale, à cette ambition commune que nous portons à l'échelle de Paris? Merci beaucoup Lamia. D'abord vous dire le grand plaisir que j'ai d'être ici, parce que ce qui nous rassemble, et c'est peut-être la force de notre union à Paris, c'est que ce ne sont pas seulement des propositions sur un bout de papier, ce ne sont pas simplement une addition de mesures, ce sont des actes que nous avons posés ensemble depuis une vingtaine d'années, et c'est ce qui fait, je crois, que ce rassemblement est puissant et qu'il a réussi à susciter la confiance des Parisiens depuis de très nombreuses années. J'ai la chance de m'occuper du logement depuis maintenant, depuis 2014, donc ça fait 8 ans à Paris. On dit parfois que le logement est une matière technique. On parle parfois du logement avec beaucoup de sigles. En réalité, derrière la question du logement dans une ville comme Paris, c'est une question simple qui est posée. C'est de savoir qui a le droit de vivre dans cette ville. C'est au fond le droit pour des tas de gens qui n'ont pas forcément des revenus très importants de continuer à vivre dans cette ville magnifique qu'est Paris. Et donc, ce qui nous anime, et je crois que ça nous rassemble très largement au sein de cette majorité, c'est un objectif. C'est de faire en sorte que cette ville capitale de la France, qui est très attractive, qui génère beaucoup de tourisme, que cette ville, elle reste accessible aux classes populaires et aux classes moyennes. De faire en sorte que cette ville ait un destin différent de toutes ces capitales qui sont devenues des machines à exclure. Ce qui nous rassemble, c'est cet objectif-là. Et ce qui nous rassemble aussi, c'est la conviction que pour atteindre cet objectif, ça passe par une intervention sur le marché. Notre conviction, c'est que la loi de l'offre et de la demande, si on l'applique brutalement, si on l'applique sans intervention publique, elle fera de cette ville une machine à exclure, c'est-à-dire exactement ce que nous ne voulons pas pour une ville comme Paris. Et donc, nous avons mis en place de très nombreux outils depuis maintenant de nombreuses années, depuis 2001 en réalité, depuis plus de 20 ans, visant à faire en sorte que l'accès au logement des classes populaires et des classes moyennes à Paris soit facilité. Nous l'avons fait en réalité, pour le dire brièvement, de deux manières. D'abord en développant le logement social, en développant le logement public. C'est quoi le logement social? Le logement social, c'est du logement dont le prix, dont le loyer est déconnecté du prix de marché. Ça n'est pas rien quand même. D'avoir dans une ville comme Paris, un logement sur 4 et donc un habitant sur 4 qui vit dans un logement public, c'est-à-dire dans un logement dont le loyer est déconnecté du loyer du marché. Puisque quand vous habitez en logement social, vous payez 2, 3, parfois 4 fois moins cher que si vous vivez dans un logement privé. Et tout cela, c'est le fruit d'une politique publique. Parce que lorsque la gauche arrive aux responsabilités, et je vois ici quelques élus qui sont élus depuis 2001, quand la gauche arrive aux responsabilités, Paris compte 13% de logements sociaux. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 25% de logements sociaux. Et c'est ça qui est fort, c'est d'avoir été capable, pendant 20 ans, de mener une politique dans la durée qui nous a permis de rattraper notre retard en matière de logement social. Et évidemment, nous n'avons pas fini le travail parce que nous souhaitons maintenant aller vers les 30% de logements sociaux à horizon 2030 parce que nous sommes convaincus que c'est ce qui permettra de maintenir à Paris celles et ceux qui travaillent et de faire en sorte que ceux qui travaillent, ceux qui produisent les richesses de cette ville puissent y habiter et ne soient pas condamnés à vivre à 1 ou 2 heures de route de leur lieu de travail. Donc c'est ce que nous avons fait. Et je le dis, il faut qu'on soit fiers de ça. Vous savez, quand je discute avec mes collègues de Barcelone, par exemple, eux, ils partaient d'une situation où il y avait 1,5% de logements sociaux. Et ils nous ont demandé notre plan local d'urbanisme, parce qu'ils voulaient savoir comment on a fait. Et ils ont, par exemple, repris la mesure que nous avons mise en place dès le début des années 2000, qui fait que sur tout immeuble de logement neuf, il doit y avoir une part de logements sociaux. Ils n'avaient pas ça. Maintenant, ils l'ont mis en place.
Et petit à petit, ils rattrapent leur retard avec des moyens moins importants que nous, mais en s'inspirant très largement des mesures que nous avons mises en place sur la longue durée à Paris. Donc d'abord le logement social, et un logement social que nous avons toujours conçu comme un logement qui s'adresse à de larges catégories de la population. Pas uniquement les plus précaires, pas uniquement les plus fragiles des plus fragiles, mais aussi ceux qui travaillent, qui ont des petits revenus, qui produisent les richesses de cette ville et qui doivent avoir le droit d'y habiter. Donc le logement social. Et puis deuxièmement, l'intervention sur le marché privé. Là aussi, ce que nous avons fait ensemble est considérable. Et d'ailleurs, dans un pays comme la France, tout ce qui relève de la régulation du secteur privé du logement, ça dépend de la loi. Mais l'essentiel de ces lois, elles ont été inspirées par des propositions parisiennes. Je pense à l'encadrement des loyers. On s'est beaucoup battu à Paris, avant même que ça ne figure dans la loi, pour qu'on ait la possibilité d'encadrer les loyers. Et nous avons encadré les loyers. Et on en voit les résultats. C'est ce qui fait que cette année, par exemple, Paris est le département d'Île-de-France dans lequel les loyers ont le moins augmenté, avec une relative stabilité. Tout ça après des années d'explosion des loyers quand on n'avait pas cette mesure d'encadrement des loyers. Je pense donc à l'encadrement des loyers, mais Lamia en a parlé, je sais que vous en avez parlé tout à l'heure dans un débat sur l'ubérisation, c'est toute la question de la régulation des plateformes de location touristique. Là aussi, au départ dans la loi, il n'y avait rien, et pour une simple et bonne raison d'ailleurs, c'est que ce problème s'est posé de manière nouvelle. Et toute la législation sur l'encadrement des loyers, elle est née, je vois David qui est en face de moi et qui a contribué à la mise en place du numéro d'enregistrement, tout cela, ça n'existait pas. On est parti de rien. Et c'est Paris, c'est la ville de Paris, rejointe heureusement par d'autres villes françaises, qui a contribué à la mise en place de cet arsenal législatif qui nous permet aujourd'hui d'éviter que des quartiers entiers ne se transforment en Disneyland. Donc ça, c'est le fruit de nos politiques publiques, et ça aussi, je crois que ça doit être un motif de fierté. Et pour finir, je voudrais revenir sur la comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays. Vous savez, on nous dit parfois dans quel pays est-ce que vos politiques fonctionnent. Moi, je sais une chose, c'est qu'il n'y a aucune capitale du monde qui a résolu les problèmes d'accès au logement par la loi de l'offre et de la demande. Aucune. Et que toutes les villes dans lesquelles on a gardé de la mixité sociale sont des villes qui sont intervenues sur le marché privé, en développant du logement social, en mettant en place des mesures de régulation du secteur privé. Et d'ailleurs, toutes les grandes capitales, quand vous discutez avec les élus de Londres, même à New York, on a aujourd'hui des politiques interventionnistes sur le marché du logement, parce que sinon, on fabrique de l'exclusion sociale et on transforme nos villes en citadelle de privilégiés. Donc on n'est pas seul. Il y a plein d'autres villes qui font comme nous. Il n'y a que le gouvernement, malheureusement, qui continue à croire, le gouvernement français, qu'on résoudra le problème simplement par la loi de l'offre et de la demande, par la loi du marché. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne nulle part, et je crois que tout ça doit nous donner confiance dans nos politiques, parce qu'on a plein d'alliés dans plein d'autres villes, qui souvent d'ailleurs regardent avec envie ce que nous faisons, et donc ça doit nous donner envie de continuer. Merci beaucoup Yann pour ce petit rappel historique de d'où on est parti et vers quoi on est en train d'aller, et notamment de l'ambition qu'on a pu porter tous ensemble ces dernières années. On n'a pas attendu les dernières échéances pour être en capacité de s'organiser et de porter ensemble une vision commune, une vision ambitieuse à l'échelle de nos territoires. Ça a été rappelé et tu as insisté sur cette question de la mixité sociale, et là je me tourne vers toi Karine. Paris est une ville cosmopolite où des gens de toutes origines, de toutes convictions religieuses, de toutes conditions sociales vivent ensemble grâce à des politiques ambitieuses sur la question du transport, sur la question du logement, sur la question de l'aménagement urbain. Et là aussi c'est un enjeu. On est aujourd'hui dans un pays où l'extrême droite compte près de 90 députés, où de façon régulière il figure au second tour de l'élection présidentielle. Là aussi la question se pose pour nous de comment est-ce qu'on continue à construire cette société bienveillante, cette société des communs où chacun peut trouver sa place, quelles que soient ses conditions de départ dans la vie. Oui,
Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Et voilà, je suis contente d'être ici parmi vous et puis de débattre avec vous et de réfléchir aujourd'hui comment, au début, quand j'ai reçu au cœur de l'été l'invitation de David Assouline qui me disait bon, ça va tourner autour de penser globale, agir local, je me suis dit mais ce truc, on l'entend depuis, ça fait quelque part 20e siècle, sauf 20e siècle. Et puis après, du coup, je me suis dit, pour préparer ma petite intervention qui doit nous nourrir et vous nourrir et nourrir le débat que nous menons aujourd'hui, je me suis dit comment on réinterroge en fait aujourd'hui cette question. Cette question, elle est arrivée dans le débat politique, pas tellement par les partis politiques classiques tels qu'on les connaît tous et qu'on les chérit, bien évidemment. Elle est arrivée... particulièrement, en tout cas moi dans mon parcours militant, je l'ai abordé par Attac, quand Attac avait porté ce manifeste « Pensée globale, agir local », et notamment avec un prisme et une attaque, en tout cas un objectif, de mobiliser les citoyennes et les citoyens sur la question de la financiarisation à outrance de l'économie et de notre société, et on avançait sur les questions de taxes Tobin, etc., etc., etc. Et rappelons-nous du coup, ça nous fait un petit rappel à ce que nous avons vécu. Alors moi je n'ai participé à aucune université d'été, mais du coup j'ai suivi comme une citoyenne et une militante de base les débats qui sont apparus dans les médias et ce qui est ressorti. Il est ressorti que sur la taxe des super profits, la gauche ne s'était pas renvoyé la balle et ne s'était pas boudé, mais avait tous et tout ensemble rejoint cette idée d'attaquer la rentrée sur cette question-là. Parce qu'on le voit, agir local, c'est très sympa, mais aujourd'hui, très clairement, ça ne suffit plus et ça ne suffit pas. Et en effet, on est rentré dans un nouveau seuil sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement, et vous l'avez encore vu, Gabriel Attal nous a dit cette semaine encore, que la taxation des super-profits n'allait... En quoi la taxation des super-profits n'allait changer la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens. On a aussi, Léa a parlé de désengagement. Il faut peut-être arrêter de parler de désengagement de l'État, il faut aussi parler d'inaction. Et on le voit aussi qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question comment démocratiquement, et peut-être Lamia, c'est le sens de ta petite introduction à ma prise de parole, comment démocratiquement on élargit et on associe et on explique mieux et on implique mieux aussi les citoyennes, les citoyens qui habitent dans notre ville, qui habitent autour de nous, dans nos quartiers, à l'échelle de notre immeuble, et comment on les implique dans les décisions et dans l'accélération des décisions que nous devons prendre. Je voulais le dire parce que du coup, autant penser global, agir local, au moment d'Attac et de la taxe Tobin, était sur un angle très financier, mais on le voit aussi du coup maintenant, penser global, agir local, les marches pour le climat, les mobilisations qui sont aujourd'hui et depuis quelques années en cours, nous montrent bien que nous, politiques, partis politiques progressistes de gauche et écologiques, eh bien, nous devons être à la hauteur. Et je crois qu'en effet, nous devons accélérer et ne pas nous laisser enfermer. Et vous regarderez les petits bouquins d'Attac écrits il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, je crois, où justement, on parlait des démocraties locales et de la manière dont on devait mobiliser les habitants, mobiliser les citoyens pour justement leur expliquer, justement d'abord mieux partager avec eux les enjeux, et puis aussi se baser sur ça pour dire que les solutions individuelles, ce à quoi nous renvoie le gouvernement pour résoudre la crise et l'urgence climatique, en vous disant chauffez moins, baissez et arrêtez l'eau lorsque vous vous brossez les dents, alors que le pouvoir d'achat et les plus précaires seront et sont d'ores et déjà de plus en plus frappés par ces deux crises. Donc moi je crois qu'à notre échelle, on a aussi quelques nouvelles solutions à inventer, à pousser et à ne rien lâcher pour que, au-delà de nos partis, au-delà de nos adhérentes, de nos adhérents, eh bien nous devons cette année, vu que nous sommes dans cette nouvelle phase, réfléchir et ne rien lâcher sur les outils démocratiques
et de l'implication et de la participation citoyenne. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter pour nourrir ce débat et certainement vos interventions et puis l'échange que nous allons avoir ensemble. Merci beaucoup Karine. Donc on a pas mal d'éléments qui ont été abordés, la dette ou la mort, l'enjeu démocratique, la question de l'union, la question du reste à vivre, la question du coût de la vie, la question de ce qu'on construit maintenant depuis des années. Et puis surtout, il y a un mot qui est beaucoup revenu, je trouve, c'est celui de la radicalité attendue dans les propositions que nous devons inventer, formuler dans les prochaines années. Donc Rémi, je te passe la parole sur ce concept-là qu'on entend beaucoup. Comment est-ce qu'on est en capacité de se l'approprier et d'en faire un outil dans le cadre de ce que nous faisons maintenant depuis des années, tout en étant dans la rupture? Alors, merci Lamia de me donner la parole. Merci aux socialistes parisiens de m'inviter. Mais je suis toujours heureux de vous retrouver, surtout ici dans le 10e arrondissement. Je pense que c'est vraiment un moment important qu'en cette rentrée, on puisse se retrouver et avoir ce débat, cet échange, cette construction politique ensemble. Alors, penser global, agir local, c'est peut-être un peu 20e siècle, mais bon, ça nous permet de discuter, d'échanger. D'abord, dans penser global, agir local, je prendrai la deuxième partie, agir local. Parce que pour agir local, il faut d'abord gagner les élections. Et c'est la différence entre le plan local, le plan parisien et le plan national aujourd'hui. C'est que si nous pouvons agir local, c'est qu'à Paris, et justement au tout début du 21e siècle, et à chaque élection municipale depuis, nous avons gagné. Et donc nous sommes en capacité d'agir localement, ce que malheureusement, la gauche, nous ne sommes pas encore capables de faire nationalement. Ensuite, agir local vient de penser local. Et notre projet, puisque tu parlais de radicalité, depuis 2001, ça n'est pas un projet dépolitisé. Ça n'est pas on va s'occuper tout très bien et on va rien changer sauf quand tout le monde est d'accord. Ça n'est pas non plus un projet de droite et de gauche en même temps, qui devient d'ailleurs toujours assez vite de plus en plus à droite. Notre projet, il repose sur une pensée globale, qui est d'être de gauche et écologiste. Et c'est le cas depuis 2001, avec l'évolution qui est liée aux transformations de Paris et aux évolutions des attentes des citoyens, de l'État, de notre pays et de la planète, des enjeux qui se posent à nous. Et je pense par exemple, dans le mandat précédent, nous n'avions pas forcément anticipé d'accueillir les réfugiés comme nous l'avons fait parce que nous ne pouvions pas connaître par avance la crise des réfugiés. Mais nous l'avons fait dans une pensée globale assise sur les valeurs communes qui nous rassemblent. Et puis, à partir de cette pensée globale, ça ne reste pas un engagement verbal. C'est une mise en œuvre. C'est particulièrement vrai et avec Anne et avec cette majorité. Donc ça nous vaut des adversaires, ça nous vaut des attaques, des critiques, des résistances extrêmement fortes, comme celle que nous connaissons, et David particulièrement en ce moment, sur le stationnement des 2 roues thermiques, parce que c'est toujours plus simple de le proposer à une élection que de le mettre en œuvre quelques mois et quelques années après. Mais nous, tous nos engagements de 2014, nous les avons tenus. Et nos engagements de 2020, ils n'étaient pas juste faits pour être dits sans être tenus. Donc nous les mettons en œuvre. Donc nous menons une politique radicale. C'est vrai en matière de logement. C'est vrai en matière d'accueil des plus précaires de la société. Je pense à l'installation du centre pour réfugiés dans le 16e arrondissement. Mais c'était un exemple d'une politique qui est bien plus large que cela. J'ai le souvenir dans le 10e arrondissement de l'ouverture de la salle de consommation à moindre risque pour mettre en œuvre une autre politique de toxicomanie. C'est vrai en matière de déplacement, c'est-à-dire de lutte contre le dérèglement climatique, de lutte contre la pollution. Et vous vous souvenez évidemment de la difficulté à mettre en œuvre la piétonisation des voies sur berge dans le mandat précédent. Et aujourd'hui, par exemple,
de changer les règles du stationnement pour changer la vie. Parce que quand on change les modes de déplacement, quand on change les modes d'habiter, on change évidemment la vie, même si parfois il faut plusieurs mois, plusieurs années pour que les citoyens s'en rendent compte. Enfin, je pourrais, on est une majorité diverse, on a à la fois une action commune, des divergences, des convergences, on se retrouve, on évolue ensemble. Mais notre action locale, elle est très importante aussi parce qu'elle est parisienne. Et quand ça se passe à Paris, on en parle et ça a de l'influence. Et ça fait école et ça sert aussi de modèle. Je pense par exemple à la décision de sortir du diesel dans le mandat précédent. À partir du moment où même l'annonce est faite à Paris, cela entraîne des changements dans les modes d'achat des véhicules dans toute la France. C'est là où, évidemment, notre action locale, elle participe aussi d'un changement qui est plus large. Mais nous devons parfois savoir mieux combiner nos différentes priorités, le social et l'écologie, par exemple. Ce ne sont jamais les valeurs qui nous séparent. Ce sont comment on les met en œuvre, parfois dans des cas d'espèces concrets. Et nous avons encore des progrès à faire. Mais ce que nous faisons à Paris, c'est important pour la gauche dans son ensemble au niveau national. Et enfin, je conclurai peut-être par là, notre plus grosse difficulté à tous, ici à Paris, c'est que nous sommes dans un pays très centralisé, avec un président de la République hyper centralisateur. Donc nous avons besoin de pouvoir mieux réguler, mieux nous adapter au territoire. On parlait tout à l'heure de la question des locations saisonnières touristiques. On peut penser bien sûr au logement, mais aussi aux règles de circulation. Et quand on parle de dette, il faut aussi qu'on parle des moyens de notre action locale, de notre capacité à mettre en œuvre notre action locale. Et nous sommes ensemble pour revendiquer la possibilité de mettre en œuvre une politique beaucoup plus radicale, c'est-à-dire d'en avoir les ressources. Or, dans notre pays hyper centralisé, les collectivités locales sont asphyxiées par l'État et par des règles extrêmement contraignantes, avec un gouvernement qui a en réalité un objectif, c'est de faire des collectivités locales un bras armé subventionné par lui. Alors que dans une ville riche et créatrice comme la nôtre, nous devons pouvoir nous appuyer sur cette richesse créée pour redistribuer et pour transformer la vie et pour faire de la solidarité et lutter contre le dérèglement climatique. Donc voilà les enjeux qui sont devant nous et où je pense la gauche parisienne, qui fait ses preuves depuis plus de 20 ans, a beaucoup à apporter à la gauche nationale. Merci. Merci beaucoup Rémi. Je vous propose de passer à la phase de débat, avec vous. Comme a dit Rémi, ce ne sont jamais les valeurs qui nous séparent, mais les questions de méthode et de comment est-ce qu'on met en œuvre nos ambitions. Donc je vous propose de passer le micro. On prend des salves de 4 questions et on répond. Jean-Maurice, je suis de la section du 20e et je demande à faire un titre de la ville. Est-ce que dans le cadre des médias tels qu'ils nous ont été présentés tout à l'heure, est-ce que vous pourriez travailler chacun, nous proposer, malgré tous les pièges qui sont tendus, quelque chose de l'ordre de ce que vous nous proposez aujourd'hui. Moi, je suis très ému. Parce que c'est cette gauche-là qu'on veut vivre, qu'on veut respirer. On sait que là, on ne va pas vers la dette. On va ni vers la mort, ni vers la dette. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, qu'on en arrive aujourd'hui, qu'on soit arrivé hier. Je voudrais vraiment vous dire merci. Bonjour, Pierre Eugène, militant du 10e. Je voulais juste rebondir sur l'intervention de Rémi et je voulais savoir comment on pourrait arriver, comment on pourrait arriver à reprendre ce narratif justement des victoires de la gauche à Paris, parce qu'en fait on voit dans les médias trop souvent la version inverse, c'est-à-dire que à Paris on ferait tout mal, Comment reprendre le narratif? Déjà, il ne faut pas le perdre.
Et après cette phase d'élection nationale, la presse dont tu parles disait beaucoup qu'on allait perdre le narratif. Il n'en est rien et je sais qu'il n'en sera rien. Y compris parce qu'on a beaucoup de choses à raconter et à mettre en œuvre. Mais sur la presse, et on en parle aussi beaucoup entre nous et les réseaux sociaux, c'est sûr que la gauche parisienne et les Parisiens qui appuient notre action et qui sont majoritaires à chaque élection, il faudrait qu'ils se manifestent et que nous nous manifestions davantage, qu'on le dise plus fort. Je sens que c'est aussi en train de monter, mais c'est quelque chose d'important. Ensuite, la presse est libre. Mais c'est vrai que quand on ouvre les pages du Parisien Paris parfois, et qu'on va sur le terrain, la différence est impressionnante. Il y a un moment où ça m'avait frappé, c'était dans le 14e arrondissement, Karine. J'étais venu à l'inauguration de la rue aux écoles. Il y avait des centaines de personnes, les enseignants, les parents, parfois les grands-parents, les enfants. Tout le monde était très heureux. Mais par contre, dans le Parisien, ça n'a pas fait une ligne. Alors ça commence un peu, je le vois aujourd'hui. Et puis il y a d'autres journaux. C'est la capacité de la presse à parfois faire une sur le dérèglement climatique et le lendemain faire la une sur c'est plus possible, on ne peut plus circuler en voiture ou en scooter. Je ne dis pas que les changements de mode de circulation sont toujours une difficulté, mais il faut aussi de la pédagogie et de la constance. Nous, je crois qu'il faut qu'on trace notre route et peut-être qu'on soit plus pédagogue, plus militant et toujours rassemblé. Parce que dès que la gauche est trop divisée, on le voit, on est particulièrement affaibli. Et ça concerne toujours cet enjeu, beaucoup plus la gauche que la droite. Donc voilà, j'ai pas la réponse miracle, mais je pense qu'à partir du moment où nous en avons conscience et où nous sommes tout à fait déterminés à agir ensemble, nous trouverons les réponses à ça. On fait un homme et une femme. D'abord, je pense qu'il faut être aussi quand même regarder en profondeur. Je suis d'accord entre ce que raconte la presse et ce qu'on observe sur le terrain. Il y a quand même un hiatus très fort, il faut quand même se le dire. Et je note aussi, moi j'ai repris ça pour les derniers jours, là, un sondage du Figaro sur le stationnement payant des deux roues motorisées. Bon. C'est un sondage qui a été donc lancé par ce magazine, ce titre dont on ne peut pas dire qu'il soit d'une grande proximité. 187 000, au moment où j'ai fait le screenshot, 187 000 votants. 61,5% favorables. Favorables à ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que globalement, à Paris, il devait bien y avoir 90% des gens qui sont OK avec cette mesure qui, effectivement, il faut le dire, c'est une mesure difficile. Évidemment, c'est très difficile de dire qu'on va faire payer plus les gens. Mais il faut l'expliquer et toujours, et là je suis d'accord, faire preuve de pédagogie. Le réinscrire dans un contexte. Moi je crois beaucoup à la question de la vérité. Je pense qu'il faut imposer peut-être autant le grand récit de ce pourquoi nous faisons les choses que le récit de ce que nous faisons réellement. Chaque fois que nous faisons quelque chose, c'est parce qu'il y a des enjeux qui nous dépassent. Les enjeux climatiques, les enjeux d'accessibilité et de droit à la ville, les enjeux d'égalité sociale, et que ça, en fait, que vous ayez des unes du Parisien qui vous expliquent que c'est tout pourri à Paris, en fait, les gens, quand même, quand ils sortent de chez eux et qu'il fait 43 degrés, en vrai, ils voient bien qu'il y a un problème. Ils le voient bien. Et j'ai eu l'occasion de le voir, que ce soit à Paris, et j'ai passé pas mal de temps chez moi en Haute-Saône. Mais en Haute-Saône, c'est pareil. Alors effectivement, il y a toujours le truc Paris-Province, ça c'est vrai. Mais par contre, ils voient bien, d'abord qu'il y a un problème. Ils le sentent dans leur vie de tous les jours. Il suffit de regarder dehors, cet été, c'était tout cramé. Moi, j'avais jamais vu le truc comme ça. Et en fait, quand même, à un moment, ils se disent, bon, il y a quelque chose et il faut faire quelque chose. Et j'ai noté, quand même, que tous ces gens à qui j'ai discuté, ils créditent toujours quand même les politiques d'essayer de faire quelque chose. Même s'il y a un rapport qui peut être, même si on peut se tromper, même si voilà, qu'il y a un rapport de défiance très fort, moi je crois quand même beaucoup que la question de l'action et du mouvement est très importante. Donc moi je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut toujours réinscrire, et moi je pense que ça c'est une donnée. Et ensuite, la question du rassemblement, elle est un enjeu aussi
dans nos modes aussi de gouvernance. On est dans un monde qui est en train d'évoluer et effectivement, le fait d'ailleurs que nous ayons des débats, des discussions ici, montre que nous sommes effectivement une majorité, mais qui n'est pas une majorité monolithique, qui est une majorité qui dialogue, parce que ça aussi, en fait, il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. En fait, ils savent qu'on est différents. Ils savent qu'on n'est pas... Parce qu'ils savent bien que comme on n'est pas dans les mêmes partis ou dans les mêmes mouvances, on a des nuances. Mais on est rassemblés sur un socle de valeurs, on est rassemblés sur un socle de perspectives, en tout cas de diagnostic partagé. Et ça, en fait, il faut aussi qu'on sache le mettre aussi en scène, parce que dialoguer, c'est pas forcément s'engueuler. Alors effectivement, le récit, la narration, c'est vrai que parfois ça peut manquer à la majorité qu'on porte à Paris. Par contre, ce dont on manque pas, c'est quand même de courage politique dans les décisions et dans les actions qu'on mène. Et je crois que c'est ça aussi qui est beaucoup reconnu par les Parisiens, en tout cas moi je le ressens dans les différentes étapes ou dans les différentes rencontres que je peux avoir, c'est qu'en fait le fait de continuer d'agir, même contre vent et marée, et même quand certains nous promettent la fin de l'histoire et la fin de l'Union, en vérité on démontre par la preuve en permanence que nous savons largement dépasser ces propos stériles. Twitter est particulièrement violent, mais c'est vrai qu'aussi la question par ailleurs, et c'est une question qu'on ne réglera pas à Paris, mais qui quand même doit se poser de l'orientation de la presse en général, est quand même un vrai sujet. Il y a un exemple, moi, que je peux prendre, qui est pas toujours facile, hein, là aussi. David, c'est la question du stationnement. Nous, c'est le fait d'implanter des structures sociales et solidaires dans tous les quartiers. Et ben, je vous assure que c'est pas toujours facile. Alors c'est pas facile à droite, on l'a vu à plusieurs reprises, mais c'est pas toujours facile non plus dans les quartiers de gauche. D'abord parce que avec une certaine logique, une partie d'entre eux dit c'est toujours chez nous que ça se passe. Et donc ça, il faut savoir l'entendre, et d'où notre choix aussi de rééquilibrer cette question-là. Ouvrir un centre d'hébergement, un accueil de jour, une salle de consommation à moindre risque, c'est pas si simple partout. C'est questionnant, ça s'accompagne, et il faut du courage politique pour l'assumer aussi, où que ce soit. Et ça aussi, on le porte encore aujourd'hui un peu partout, c'est pas si simple, mais on l'assume, et c'est ça aussi qui fait notre force et qui démontre, encore une fois par la preuve, que nous ne lâchons rien sur les valeurs que nous avons en commun. Et puis l'autre exemple, c'est celui de la nuit de la solidarité. Chaque année à Paris, depuis 2018, on a une opération de décompte des publics qui restent en situation de rue et qui n'ont pas de solution d'hébergement à un instant T. Dans l'absolu, on peut se dire que bon, à quoi ça sert d'aller compter les pauvres dehors? C'est vrai qu'en soi, ça ne sert pas directement. En fait, ça nous permet derrière de pouvoir nous appuyer sur des chiffres, sur des stats, sur des parcours de vie, sur des parcours de rue, là aussi pour assumer publiquement, politiquement, que nous allons ouvrir un bain-douche, que nous allons ouvrir une distribution alimentaire, que nous allons mettre en place une aide d'urgence particulière pour ces publics-là. C'est ça aussi que nous permet la nuit de la solidarité. Et c'est aussi donc sur la base d'un diagnostic qui est clair, qui est partagé avec les Parisiens, avec les bénévoles, avec celles et ceux qui font la nuit de la solidarité, de pouvoir aussi assumer le courage politique que nous avons ensuite derrière de décliner des politiques sociales qui sont aussi parfois remises en cause. Donc c'est ça aussi qui fait notre force. Encore une fois, moi je suis pas bisounours non plus, hein, je sais aussi quelles sont les limites qu'on peut avoir parfois. On se les dit d'ailleurs, hein, on se les dit régulièrement, et notamment pendant la campagne présidentielle, hein, puisqu'on soutenait tous des candidats différents. Mais c'est pas grave en fait, on est capable de dépasser ça, parce que ce qui compte pour nous, la prunelle de nos yeux, c'est le fait que de pouvoir transformer Paris, et donc de pouvoir apporter un discours politique que la transformation d'une ville peut participer à la transformation d'un pays. Trois choses rapidement dans le droit fil de ce qui vient d'être dit. D'abord les représentations des journalistes, enfin d'un certain nombre de journalistes. C'est vrai que ça nous oblige à partir parfois de très très loin. J'ai le souvenir d'une journaliste du Parisien à qui j'avais donné rendez-vous dans le 18e arrondissement pour visiter des nouveaux logements sociaux. C'était des petites maisons magnifiques. Eric les connaît, dans le 18e arrondissement, rue du Nord. Et puis j'attends 15 minutes, 20 minutes, je la vois pas, je l'appelle. Je lui dis, vous êtes où? Elle me dit, je vous attends en bas de la tour. Elle m'attendait derrière une tour qui était en réalité une copropriété privée. Mais comme elle avait une représentation du logement social qui faisait que c'était forcément moche, et puis en plus c'était nous qui l'avions faite,
Donc du coup, évidemment, il fallait que ce soit tout pourri. Ben non, c'était des logements sociaux à visiter, qui étaient des petites maisons, qui étaient très belles, et du coup, elle est arrivée en retard. Non, mais tout ça pour dire que la question des représentations, d'ailleurs, regardez, tous les articles consacrés au logement social, c'est des tours et des barres dégueulasses. Toujours. Quand vous avez un article sur le logement social, c'est toujours moche. Il faut qu'on se batte contre ça, parce que ce qu'on fait en matière de logement social, c'est tout l'inverse. Deuxièmement, je partage ce que disait David tout à l'heure. Quand nous parlons de ce que nous faisons, il faut toujours dire pourquoi nous le faisons. Parce que sinon, on s'enferme dans des débats techniques sur des mesures et on perd tout le monde. Sur l'encadrement des loyers, si je dis cette année, grâce à l'encadrement des loyers, on a juste 0,6% d'augmentation des loyers. Ça parle à personne. Si on dit nous on se bat pour encadrer les loyers parce qu'on veut que la grande majorité des locataires parisiens puissent continuer à vivre dans cette ville, ça convainc un peu davantage. Donc je pense vraiment qu'il faut toujours avoir ça en tête. Au nom de quoi on se bat? De quelle valeur? Pour quelle vision de la ville? Plutôt que de s'enfermer dans des mesures uniquement techniques. Et puis, dernière chose, rappelez quand même qui on a en face. Quand même. Je prendrai un sujet, l'insalubrité. Regardez ce qu'on a fait dans nos arrondissements. On est ici dans le 10e, mais ça vaut dans le 18e, ça vaut dans le 19e, ça vaut dans le 20e. On a fait un truc incroyable qui est à la fois de lutter contre l'insalubrité, mais de ne pas exclure les populations qui vivaient dans ces immeubles. Regardez Marseille, une ville de droite. Voilà comment elle a géré, parce que longtemps Marseille a été à droite. La rue d'Aubagne, c'est eux. Voilà comment eux gèrent les questions d'insalubrité, enfin ne gèrent pas. Et eux, on ne leur demande jamais de compte, jamais. Et donc, nous devons rappeler ce que sont les gens qu'on a en face de nous, comment ils gèrent les villes quand ils sont aux responsabilités, et ça fait quand même une sacrée différence dans toute une série de sujets, pas uniquement le logement, ça vaut aussi en matière de circulation, et je pense qu'on doit le rappeler parce qu'on ne le fait pas toujours assez. Alors, moi je ne tweete pas, je retweete quelquefois et je ne réponds jamais aux journalistes du Parisien, mais je crois qu'on est quelques maires d'arrondissement à adopter le même principe de vie, pas vrai Eric? Moi je pense que ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire à cette rentrée, parce qu'on l'a dit, en fait, notre majorité depuis 2001, cette majorité de rassemblement et d'union, elle a toujours, depuis 2001, donc depuis l'élaboration d'un programme quelques années aussi avant 2001, elle a toujours su anticiper et justement être à certains rendez-vous climatiques, sociaux et de solidarité et aussi d'accueil des personnes dans le monde qui cherchent dans Paris une ville refuge. Elle a aussi été, et elle a toujours su anticiper ou être au rendez-vous de certaines questions sur le projet éducatif, sur l'accueil aussi, le droit à l'accueil petite enfance, qui est aussi quelque chose qui a été quand même largement amélioré pour les familles à Paris. Bref, on l'avait vu et tout de suite on l'avait quelque part, on a été très brutalement mis dans le bain en 2020. On s'est dit notre projet, quand on a été confiné et qu'on s'est retrouvé en situation de gérer et d'être proche des habitants dans une ville confinée, on s'est dit que peut-être notre projet allait presque être dépassé à l'issue de ce confinement et à l'issue de cette sortie de crise sanitaire dans laquelle nous ne sommes pas complètement encore. Et donc, je pense que pour cet automne, il faut que nous trouvions les moyens, à l'échelle de chaque arrondissement, de débattre ensemble sur là où nous en sommes et comment nous voulons poursuivre. Et justement, pour continuer d'anticiper, mais surtout accélérer sur un certain nombre de sujets, eh bien nous allons devoir trouver les réponses politiques et donc montrer que nous sommes toujours en capacité de les trouver. Et ne rien lâcher, ne renoncer à rien justement quand on dit
ne pas dire et ne pas renvoyer, par exemple, une rénovation ou un programme à 2027, alors que nous allons du coup dire aux habitants de Paris, mais non, mais vous allez encore vivre 6 ans avec des logements qui n'auront pas de protection pour une ville chaude, etc., etc. Et je suis certaine que si nous trouvons les moyens et les cadres à l'échelle de chaque arrondissement de nous réunir et de nous rencontrer, comme nous allons le faire à partir de cette rentrée au niveau des élus d'arrondissement et de l'hôtel de ville, nous trouverons ces moyens pour accélérer et ne pas nous laisser enfermer par ce que le gouvernement et le président, qui a très justement été qualifié par mes voisins de tribune tout à l'heure, sur le fait qu'il veut nous assommer et qu'il veut nous asphyxier. Et justement, nous serons en capacité de trouver les moyens de rebondir et d'accélérer les réponses aux transitions auxquelles nous sommes aujourd'hui obligés de continuer de répondre. Merci beaucoup à toutes et tous déjà d'avoir été présents avec nous sur ce temps de débat. J'espère que vous allez rester encore un petit peu avec nous. Merci pour la qualité de vos interventions. Et je vous propose qu'on s'arrête là, puisqu'on a une petite inversion de calendrier. Et je vais laisser la parole à David Assouline.